Bonjour. Dans cette démonstration, nous allons essayer de passer en revue quelques structures de données générales et disponibles en standard dans Java. Donc on va d'abord créer un projet Eclipse dédié à cela. Alors on va laisser l'environnement 1.8 qui est installé ici par défaut. Ça nous suffira bien largement. Alors, dans ce projet, bien sûr, on va se créer une nouvelle classe principale qui va contenir notre main. Donc, on va l'appeler main demo, très bien, dans laquelle on va inclure le main, qui est, je le rappelle, le point d'entrée de un point d'entrée possible d'un programme Java. Qu'est-ce qu'on souhaite constituer ici? Alors par exemple, on pourrait souhaiter ranger un nombre d'entiers, par exemple, hein, un certain nombre d'entiers. Alors bien sûr, il est tout à fait disponible, possible d'utiliser les tableaux. Hein. Alors évidemment, ils ont un inconvénient, comme on le verra après, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas de taille dynamique. Et donc les tableaux contiennent exactement le nombre d'éléments qui est prévu au départ. Alors, bien sûr, il faut aussi rappeler que les tableaux ne se manipulent pas directement, les tableaux sont des objets. Donc il nous faut d'abord déclarer une référence. Donc attention, la variable tableau d'entier n'est pas un tableau d'entier. C'est un abus de langage extrêmement fréquent, mais on peut essayer de se discipliner au moins au départ pour se dire que c'est une référence vers un tableau d'entier. Donc ce tableau d'entier n'est pas lui-même un tableau d'entier, c'est quelque chose qui nous amènera vers un tableau d'entier. Un peu à la manière où l'entrée d'un répertoire dans une liste de contacts ne représente pas la personne, c'est quelque chose qui nous amène à la personne. Ça contient un numéro de téléphone lequel nous amène vers la personne. Donc il y a une indirection. Le tableau d'entier est une indirection vers un objet qui sera lui-même le tableau d'entier, qui contiendra les entiers. Donc référence vers un tableau d'entier. Pour créer un tableau d'entier, alors cette référence, bien sûr, elle est du type in-crochet, c'est ainsi qu'on désigne les tableaux, le type des tableaux en Java. Donc ça, c'est la syntaxe Java. Ne pas utiliser, même si c'est possible, la syntaxe C pour les tableaux, il vaut mieux éviter. Donc in-crochet est un type. Et puis on a déclaré une variable du type int-crochet. Et donc int-crochet, c'est une référence vers un tableau d'entier. Pour créer un tableau d'entier, eh bien, il faut utiliser l'opérateur particulier new. Donc, si je veux créer un objet, alors voilà, si je veux créer un objet, je n'ai pas d'autre moyen en Java que d'utiliser new. Donc quand je fais new, je dois cette fois indiquer les caractéristiques de ce tableau d'entier, autrement dit sa taille. Donc cette fois, je dois indiquer que je souhaite créer un nouveau tableau d'entier de taille 12. Et ceci crée effectivement l'objet tableau d'entier. On remarquera qu'au-dessus, quand j'ai déclaré une référence vers un tableau d'entier, je n'ai pas précisé la taille. La référence peut désigner tout tableau d'entier, quelle que soit sa taille. Mais quand j'instancie, quand je crée un tableau d'entier, via l'opération new int crochet de 12, je crée effectivement un tableau d'entier. Voilà, donc de taille 12, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir autre chose que
12 entiers à l'intérieur, hein, il ne peut pas y en avoir 10, il ne peut pas y en avoir 14, il y en a 12, ni plus ni moins. Et ce new int me renvoie une valeur spéciale que je ne peux pas manipuler directement, ça n'a aucun intérêt, je ne peux pas la visualiser. La seule chose que je peux faire, c'est de la ranger dans une référence. Évidemment, une référence du bon type. Donc, comme tableau d'entier était une référence vers un objet tableau d'entier, une référence possible, hein, eh bien, ici, l'affectation fait en sorte que tableau d'entier désigne maintenant cette variable tableau d'entier me désigne le tableau d'entier. Donc cette variable référence tableau d'entier me désigne un tableau d'entier. Voilà. Et donc l'utilisation de ce tableau d'entier, donc l'utilisation de ce tableau d'entier s'effectue comme on peut l'imaginer. Par exemple, je peux mettre des valeurs à l'intérieur, je mets la valeur 5 à l'indice 5 du tableau, sachant que les indices des tableaux vont de 0 à n-1. Donc si j'ai créé un tableau de 12 entiers, ils sont tous indexés de 0 à 11. Voilà, donc ça c'est le sixième, je lui ai donné la valeur 5. Le sixième élément du tableau. Prend la valeur 5. Alors on peut se poser la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des valeurs dans un tableau quand il a été créé? Oui, le tableau, lorsqu'il a été créé via l'opérateur new int 12, eh bien, ne contient que des zéros. Il a été initialisé à 0. Voilà. Et puis bien entendu, hein, je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur du tableau sans aucun souci. Si je veux regarder quelle est la valeur du sixième élément du tableau, il me suffit de l'afficher. Donc une compilation devrait suffire pour obtenir le résultat 5, comme je le vois ici. Voilà. Alors, l'inconvénient des tableaux, comme je l'ai dit, c'est que, évidemment, ils ont une taille fixe, et ça c'est embêtant, on ne peut pas savoir a priori tout le temps au départ combien d'éléments on doit stocker. Ça peut être contenu dans un fichier, et donc il n'y a que la lecture de bout en bout qui pourrait nous le dire. Ça pourrait être parce que les éléments à stocker proviennent d'une source externe, comme le clavier par exemple, l'utilisateur, et donc on ne sait pas quand est-ce que l'utilisateur décidera d'arrêter de saisir des données, d'indiquer d'arrêter de saisir des données. Donc il peut être utile, évidemment, d'avoir des structures de données plus souples. Donc des structures de données uniformes. Tableau, c'est uniforme du point de vue des types. Si on déclare un tableau d'entiers, on ne peut y stocker évidemment que des entiers, en plus en nombre fixé. Il existe une autre structure, enfin il en existe d'ailleurs un certain nombre en Java, dont par exemple ce qu'on appelle les listes. Alors il existe, lorsqu'on souhaite un tableau dynamique, hein, c'est une structure tout à fait raisonnable. Le tableau dynamique, c'est un tableau dont on pourrait modifier la taille selon notre gré. Hein, c'est ça l'idée. Donc on part avec entre guillemets, une structure vide, et puis on rajoute des éléments dedans, on en enlève, un peu comme on le souhaite. Alors, cet élément, c'est, par exemple, je vais prendre la ArrayList. Alors, on verra que c'est pas forcément la bonne façon de manipuler les ArrayList, enfin de les déclarer, de les manipuler, mais c'est pas grave, dans un premier temps, ça suffit largement. ArrayList, il suffit de le voir comme un tableau dynamique d'entiers. Un tableau. Alors, c'est pas vraiment un tableau, ça porte un nom quand on étudie les structures de données, mais on peut le voir comme ça. Donc, tableau de taille dynamique. Voilà, on peut le voir comme ça. Bon, c'est une liste, hein, voilà. Eh bien, cet ArrayList, c'est un objet standard de Java. Donc, je vais vous montrer comment le manipuler. Eh bien, toujours pareil, ce sont des objets. Donc, il faut passer par une référence pour les manipuler. Donc, il faut, créer la référence d'un côté, et deux, créer l'objet dans un second temps et associer la référence à l'objet nouvellement créé via new. Alors une ArrayList c'est un type générique, donc il faut prendre l'habitude d'utiliser les types génériques en Java.
générique au sens du type, hein. J'ai dit tout à l'heure que par exemple quand je déclare un tableau d'entier ou une référence vers un tableau d'entier, bah, je donne évidemment le type, hein. Je dis que c'est tableau, c'est int crochet crochet, donc tableau d'entier. Et je ne peux y stocker que des entiers. Donc dans ArrayList c'est pareil, je peux vouloir créer une ArrayList d'entier, une ArrayList de double, une ArrayList, voilà. Donc une ArrayList de ce que je souhaite. Donc je peux définir le type des éléments qui seront contenus dans cette ArrayList. Alors, eh bien ça s'écrit en Java en utilisant inférieur, supérieur, et entre les deux, on indique le type des éléments. Donc quand j'écris ArrayList inférieur, integer, supérieur, eh bien c'est que je suis en train de définir ici une référence vers une liste d'entiers, une ArrayList d'entiers. Alors, évidemment, la Java râle, en tout cas l'IDE râle, Eclipse râle parce qu'il ne connaît pas ArrayList, mais évidemment, il me fait la proposition de résoudre ce problème, et notamment d'importer le ArrayList qui se trouve dans Java Util. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, Java Util est un package qui contient un certain nombre d'objets utilitaires d'usage courant. Donc les structures de données les plus courantes, comme ArrayList, se trouvent décrites dans le package Java Util. Voilà, se trouve dans le package Java Util, et dans la documentation, on retrouvera cette documentation attachée à la documentation du package Java Util. Donc ArrayList integer de list. Alors l'autre point technique un peu étrange, mais je n'ai pas utilisé le type int ici, pour des raisons historiques. Il se trouve qu'on ne peut mettre entre inférieur et supérieur, entre les chevrons ici, uniquement des types objets. Et il se trouve que int n'est pas un type objet. Bon, aucun des types primitifs, tels que j'en ai parlé précédemment, c'est-à-dire byte, short, int, long, double, float, boolean, aucun de ces types ne sont des types objets. Et malheureusement, ces structures de données ne peuvent accepter que des objets. Bon, pour régler cette question-là, Java propose, pour chaque type primitif qui n'est pas objet, un type objet correspondant. Donc associé au type int, il existe un type integer, et donc le fait que c'est un type objet est suggéré évidemment par le fait que son nom commence par une majuscule. Les types primitifs ont tous des minuscules. Donc integer, c'est le type objet qui correspond à int. Il se trouve que Java gère très bien la conversion entre integer et int sans aucun souci. Alors, donc si je souhaite stocker des int dans une ArrayList, je vais me déclarer une ArrayList de integer. Voilà. Donc ces types-là s'appellent des types wrapper integer, les types wrapper de int. Donc maintenant, comment créer mon ArrayList? Eh bien, je vais tout simplement utiliser une notation qui me permet de créer un objet normalement. Hein, il faut juste se rappeler que les tableaux ne sont pas des objets tout à fait ordinaires. Ils sont un petit peu particuliers, mais ok. Et puis, la création des objets s'effectue via le new, le type de l'objet, puis la plupart du temps, entre parenthèses, éventuellement des paramètres. Hein. Donc ça, on verra ça quand on créera des objets. Mais ça, pour l'instant, on peut le prendre comme une formule magique pour les ArrayList. Ça me permet de créer une ArrayList vide. Création d'une ArrayList vide. Voilà. Et puis quand je veux ajouter des éléments, eh bien c'est très simple. J'ai une fonction qui s'appelle add. Donc si je veux ajouter un élément, par exemple 12, eh bien j'ajoute l'élément 12. C'est aussi simple que ça. Donc si je veux rajouter un autre élément 666, il suffit que je fasse add. Add a une particularité, c'est que simplement, dans une liste déjà existante, si je fais add, ça rajoute un élément en fin de liste. Donc c'est ajout en fin de liste. Si je veux rajouter une position spéciale, il y a des tas de méthodes pour le faire. Donc si j'ai fait un ajout de 12 et puis de 666, je dois me retrouver avec une liste qui contient les deux dans cet ordre-là. L'ordre dans la liste est respecté. Hein. Si j'affiche ma liste,
eh bien je devrais voir apparaître 12 et 666. Donc l'affichage de la liste s'effectue comme ça, hein. Crochet, et puis on voit les éléments séparés par des virgules, les uns dans l'ordre, les uns suivis des autres. Voilà. Si je veux rajouter ailleurs qu'en fin de liste, il existe des méthodes pour le faire. Donc je peux regarder quelles sont les méthodes pour les listes. Pour ceci, je vais aller consulter la documentation de l'API. Donc API Java 8 ArrayList. Voilà. Alors hop, on va regarder ArrayList Java 8. À quoi ça ressemble? Alors c'est un petit peu compliqué encore ce qui est écrit au-dessus, on ne sait pas encore tout lire, mais on verra bientôt. Mais vous voyez qu'il y a une méthode add e. Alors bien sûr, peut-être juste qu'il faut rappeler, c'est quand je vois écrit classe ArrayList de e, donc ça signifie bien que c'est un type d'objet, puisque c'est un type classe. ArrayList entre chevron inférieur supérieur e, est la convention utilisée pour dire que en fait ici c'est un argument qu'on peut modifier et qui sera censé représenter le type des éléments. Donc je peux créer un ArrayList de integer, un ArrayList de double, un ArrayList de ce que je veux. Donc ça c'est la lecture du type lui-même. Et donc il est important de connaître ce e, puisque par exemple quand je vais voir la documentation de la méthode addE, hein, qui me permet d'ajouter un élément dans une ArrayList, bah, si c'est une ArrayList qui contient des éléments e, alors je peux ajouter des e dedans. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, hein, add, index, e, dont on devine que ça permet d'insérer un élément de type e à une position donnée. Et puis on a des tas d'autres méthodes pour supprimer les éléments de la liste, la vider, savoir si un élément est dans la liste ou non, récupérer un élément à partir de son index. Donc je peux très bien, par exemple, vouloir récupérer le second élément. Alors bien sûr, les index varient toujours de 0 à n-1. Donc si je sais qu'il y a deux éléments, bah, le second élément, donc je sais que ce sera un entier, hein, et bien je vais le récupérer via get. Get de 1 me permet de récupérer le second élément. Récupération du second élément. Hein, le second élément est d'indice 1, le premier est d'indice 0, etc. Et donc je devrais bien récupérer l'élément de valeur 666. Voilà. Donc essayons. Voilà, très bien. Alors, si je veux lire ou passer tous les éléments en revue, eh bien, il y a plusieurs façons de faire, mais en Java relativement moderne, une façon assez simple de faire, ça n'est pas la seule, mais une façon assez simple de faire, c'est d'utiliser les for étendus. Donc si je veux passer tous les éléments de la liste en revue, un par un, bien sûr je peux faire, entre guillemets, à l'ancienne, commencer, c'est-à-dire par exemple pour le tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, tiens, ben, pour i égale 0, i inférieur à 12, point virgule i plus plus, alors je vais afficher les éléments du tableau, et élément d'indice. Alors j'affiche l'indice, je vais dire qu'il sera égal à, eh bien, tableau d'entier de i. Voilà. Je vais supprimer cette boucle pour l'instant. Voilà. Alors bien sûr, hein, ça va fonctionner, il n'y a aucun souci. Mais ça me pose un petit problème, c'est qu'évidemment, il faut que je maintienne la cohérence entre la taille qui a été utilisée à la déclaration du tableau, à la création du tableau, et puis la taille qui va être utilisée pour passer les éléments en revue. Il faut que je me souvienne qu'il y en a 12. Hein. Donc en Java, il se trouve qu'on a un petit peu plus de chance. Les objets tableaux sont plus riches, ont une véritable réalité en Java, et donc sont plus riches du point de vue de leur utilisation que les pauvres tableaux du C. Et eh bien, ils ont une caractéristique particulière, notamment on peut connaître leur taille.
Donc si je prends une référence vers un tableau, je peux connaître sa longueur en interrogeant le champ length des tableaux. Donc les tableaux sont non seulement une collection d'éléments uniformes du point de vue de leur type, mais ont aussi des propriétés, et notamment ils ont une propriété qui est la longueur de ce tableau. Donc on peut connaître la longueur d'un tableau. Donc cette boucle fonctionnera même si je change le nombre d'éléments du tableau de départ qui était 12. Je n'ai pas besoin de maintenir cette cohérence à tout point de vue, puisque elle a été internalisée, cette cohérence. Le tableau connaît sa longueur, donc il suffit d'interroger le tableau pour obtenir sa longueur. Et donc ça fonctionnera à l'identique, même si je finis par créer un tableau de 8. La modification de mon code, là, est bien plus faible que si j'avais dû écrire ce code en C, puisque j'aurais été obligé de maintenir la cohérence entre le 8 qui est ici et puis la longueur ici, et donc me débrouiller pour obtenir le 8 d'une manière ou d'une autre, stocké dans une variable ou par je ne sais quelle autre construction bizarre. Donc on reviendra sur cette question à plusieurs reprises, mais ici en fait ce que j'ai obtenu c'est un couplage plus faible qu'il n'y avait avant, puisque cette partie du code est moins fortement couplée au 8 qui est là. Le 8 est implicite, en fait, il a été internalisé. Et donc la modification du code a été beaucoup plus légère. C'est un bon signe de couplage faible entre des parties du code. Voilà. L'impact de la modification de la longueur du tableau, à l'origine, n'a pas eu d'impact sur le reste du code. Voilà. Alors, comment est-ce que je peux parcourir ici ma liste? Je peux utiliser le même genre de technique. Je peux demander à parcourir pour tous les éléments. Alors, comment est-ce que je connais le nombre d'éléments d'une liste? Eh bien, c'est assez simple. Les objets de type liste, ils ont aussi une caractéristique qui s'appelle size. Alors, pardon, je dois l'écrire, évidemment, c'est i inférieur à size. Hop. I++. Voilà. Pardon. I++. Voilà, et donc je vais simplement écrire les éléments, je vais utiliser le même genre pour la liste, je vais utiliser le même genre de construction, élément d'indice i, et puis ici ce sera liste. Évidemment, je n'ai pas droit à la notation crochet pour les listes, ce sera simplement get. Alors je vais peut-être juste préfixer les messages quand même qu'on voit ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais voir l'affichage des éléments de la liste, il n'y a aucun souci. Liste, élément d'indice 0 il vaut 12, l'élément d'indice 1 vaut 666. Alors ça c'est la technique à l'ancienne. La technique plus récente c'est de ne pas écrire ces boucles de cette manière-là, mais de les écrire avec une boucle généralisée. D'abord on voit que c'est pas complètement uniforme. Pour la liste j'ai utilisé size, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle l'appel d'une méthode. J'ai demandé à réaliser une opération sur la liste. Cette opération c'est le calcul de sa taille. Et donc, elle a effectué je ne sais quelles opérations, mais elle a fini par me calculer sa taille et me renvoyer son nombre d'éléments. Ici, c'est pas un calcul, j'ai été consulter une propriété qui contient une valeur. Il n'y a pas de calcul ici. Donc c'est pas très uniforme, déjà du point de vue de la syntaxe, c'est length de l'autre côté, puis ici c'est size, en plus c'est un appel de méthode, donc est-ce que ça pourrait s'uniformiser ces choses-là? Oui, oui, heureusement, en Java un peu plus moderne. Ces deux boucles s'écrivent de la même manière. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va pas utiliser d'indice, on va simplement utiliser un for généralisé. On dit si je veux parcourir tous les entiers E du tableau d'entier, eh bien je vais l'écrire comme ça. Voilà. Et eh bien voilà, ça c'est une boucle, donc c'est ce qu'on appelle habituellement ou très souvent un for each, mais ça veut dire que pour tous les entiers E du tableau d'entier, eh bien, je veux effectuer quelque chose. Alors évidemment, je n'ai plus d'indices, je ne maîtrise plus leurs indices, mais je vais dire que j'ai trouvé valeur, et puis évidemment, c'est plus tableau entier de i, je ne manipule les indices, mais j'ai E, je prends toutes les valeurs, j'extrais les valeurs. Donc je me fiche de leurs indices. Après tout, quand on parcourt un tableau, très souvent, c'est juste pour le
pour ressortir tous les éléments. L'ordre dans lequel on ressort n'est pas forcément le plus important. Je dis bien pas toujours. Voilà. Et donc ça va marcher aussi pour la liste, évidemment. Hein. Donc si j'écris for int e dans list, eh bien je vais pouvoir faire le même genre de choses. Simplement cette fois, toujours pareil, il n'y a plus d'indice, on n'a plus à se préoccuper de la façon dont les éléments sont rangés dedans, ni dans quel ordre. On va juste ressortir les éléments un par un. Donc on dit pour tous les éléments appartenant à la structure, et la syntaxe c'est le type d'un élément qu'on souhaite ressortir, qui doit être cohérent avec le type de la liste ou le type du tableau. Et puis deux points, la structure. Donc liste c'est la structure. Voilà. Donc, je vais extraire E, tous les E de liste. Si j'affiche ça, évidemment, je devrais voir ma liste 12666, le tableau,